À l'aube du XVIIe siècle, alors que l'Europe émergeait à peine de l'ombre du Moyen Âge, l'Inde n'était pas seulement un pays, mais un univers à part entière. C'était un monde de richesses fabuleuses, de traditions ancestrales et d'un luxe éblouissant, une tapisserie de civilisation tissée d'une multitude de langues, de religions et de dynasties. Au cœur de cet univers brillait l'empire moghol, s'étendant des sommets enneigés de l'Himalaya aux eaux chaudes de l'océan Indien. Ces empereurs, descendants de Gengis Khan et de Tamerlan, régnaient depuis des palais de marbre incrustés de pierres précieuses. Leur cour était un foyer d'art, de poésie et de savoir, et leurs trésors regorgeaient d'or, de diamants et de perles. Pour les Européens, dont l'image de l'Inde était façonnée par les récits vagues de Marco Polo, c'était une terre promise, source des biens les plus convoités au monde. Le poivre, qui valait son pesant d'or, la noix de muscade, la cannelle, la mousseline la plus fine et le calicot aux couleurs chatoyantes. L'Inde n'était pas une cible de conquête, mais un rêve de profit incalculable. Bien plus au nord, dans l'épaisse brume londonienne, ce rêve prit forme. Le 31 décembre 1600, un petit groupe de 218 hommes d'affaires entreprenants, marchands, aventuriers et investisseurs reçut une charte royale de la reine Élisabeth I. Ce parchemin leur octroyait le monopole du commerce à l'est du cap de Bonne-Espérance. Leur entreprise reçut le nom modeste et pragmatique de « Compagnie des Indes orientales ». Il ne s'agissait ni d'une armée d'invasion, ni d'une marine d'État. C'était une société par action, créée dans le seul but de réaliser des profits. Ses armes n'étaient pas des canons, mais des livres de compte, et ses soldats, des commis et des agents commerciaux. Nul, en cette journée humide de décembre, n'aurait pu imaginer que cette structure commerciale, née d'une soif de profit, contrôlerait, 2 siècles plus tard, le destin de centaines de millions de personnes et posséderait un sous-continent entier, transformant une simple feuille de parchemin en une licence pour bâtir un empire. Les premiers navires de la compagnie, imprégnés d'odeurs de sel, de goudron et d'espoirs désespérés, n'étaient guère plus que des points minuscules sur l'immensité de l'Inde. En 1615, Sir Thomas Roe, ambassadeur du roi Jacques Ier d'Angleterre, arriva à la cour de l'empereur moghol Jahangir, le conquérant du monde. Dans la somptueuse salle d'audience, parmi les nobles vêtus de soies et de velours, l'humble Anglais n'était qu'une pâle ombre. Il ne réclama ni terre, ni ne menaça de guerre. Il implora humblement. Il demanda l'autorisation d'établir un comptoir commercial, un bâtiment, dans la ville portuaire de Surat. Pour l'empereur Jahangir, souverain de l'une des nations les plus puissantes du monde, ces étrangers barbus, avec leurs grossières étoffes de laine, n'étaient rien de plus que des pétitionnaires curieux, mais insignifiants. Il leur permit gracieusement de commercer, les considérant comme un simple ruisseau se jetant dans l'océan infini des richesses de son empire. Les Moghols, quant à eux, voyaient les Anglais comme de simples marchands importuns. Ils ne pouvaient même pas imaginer qu'ils accueillaient chez eux de futurs maîtres. Pendant des décennies, la compagnie se comporta comme il sied à des marchands. Elle construisit des entrepôts, non des forteresses. Elle courtisait les souverains locaux, sans les défier. Elle tenait scrupuleusement ses comptes, calculant les profits tirés de la vente d'épices à Londres et de l'achat de textiles indiens. Mais sous cette façade commerciale, d'autres ambitions se tramaient, alimentées par l'instabilité de l'Inde elle-même. Au début du XVIIIe siècle, le colosse de l'empire moghol commença à vaciller. La mort de l'empereur Aurangzeb en 1707 sonna le glas de son ancienne unité. Le vaste empire
maintenue unie par la volonté d'un seul homme, commença à se désintégrer. Les gouverneurs et princes locaux, nawabs, nizams, maharajas, goûtèrent à l'indépendance. Ils commencèrent à mener leurs propres guerres, à former leurs propres alliances et à frapper leur propre monnaie. L'autorité centrale s'évapora, laissant derrière elle un vide. C'est dans ce vide de pouvoir, telle une goutte d'eau dans l'eau, que la Compagnie des Indes orientales commença à s'infiltrer. Le chaos, tragédie pour les Indiens, offrit une opportunité sans précédent aux dirigeants de la Compagnie à Londres. Protéger les entrepôts et les caravanes au milieu des troubles civils incessants exigeait la force armée. La Compagnie entreprit de recruter des soldats locaux, des cipayes, de les former aux méthodes européennes et de les armer de mousquets européens. De petits détachements, initialement créés pour la sécurité, se transformèrent rapidement en armées privées disciplinées, souvent plus efficaces au combat que les forces massives mais mal organisées des princes locaux. L'émergence d'un concurrent majeur, la Compagnie française des Indes orientales, n'a fait qu'accélérer ce processus. La lutte pour les marchés indiens s'est transformée en une guerre par procuration entre la Grande-Bretagne et la France. Ce sont les Français, sous l'impulsion du brillant Joseph-François Dupleix, qui ont compris les premiers que, dans l'anarchie qui régnait en Inde, une armée réduite mais bien entraînée, formée par des Européens, pouvait devenir un facteur décisif dans les conflits entre souverains locaux. En soutenant un prince contre un autre en échange de concessions commerciales et de territoires, on pouvait obtenir bien plus que de simples privilèges. Les Anglais ont rapidement adopté cette tactique. Les comptes et les armes sont devenus indissociables. Les agents commerciaux et les commis, à l'instar du jeune et ambitieux Robert Clive, ont commencé à se muer en commandants et en hommes politiques. Ainsi, presque imperceptiblement, une transformation fondamentale s'opéra. L'objectif de la compagnie passa du contrôle du commerce à celui des territoires générateurs de recettes fiscales. Le profit était désormais tiré non seulement des cales des navires, mais aussi du labeur des paysans indiens. Les marchands arrivés en Inde, la main tendue, pour solliciter des privilèges commerciaux, découvrirent alors qu'ils pouvaient distribuer des couronnes et renverser des dynasties. Ils ne régnaient pas encore sur toute l'Inde, mais ils n'étaient plus de simples commerçants. Ils étaient devenus une force avec laquelle il fallait compter, un prédateur avide de pouvoir. Les germes du Raj britannique ne furent pas semés par décret royal ni par loi du Parlement, mais par des décisions prises dans les conseils d'administration d'une société londonienne, à des milliers de kilomètres des terres ensoleillées, qu'il allait dévorer. Au milieu du XVIIIe siècle, l'Inde n'était pas un pays, mais un kaléidoscope. Le puissant empire moghol, qui avait jadis tenu le sous-continent entier d'une main de fer, s'effondrait comme une tapisserie antique. L'autorité de l'empereur à Delhi n'était plus qu'une ombre, et le véritable pouvoir s'était déplacé vers les souverains régionaux, nawabs, rajas et princes maraths. Ils complotaient, se livraient à des luttes intestines, et dans ce bouillonnement d'ambition, les compagnies commerciales européennes flairèrent l'opportunité. Parmi elles, la plus agressive, la mieux organisée et la plus impitoyable était la Compagnie britannique des Indes orientales. Venue chercher épices et tissus, elle comprit rapidement que la ressource la plus précieuse en Inde était le pouvoir. Ce tournant décisif s'appelait Plassey. C'était en 1757. Le jeune et fougueux Nawab du Bengale, Siraj-ud-Daula, décida de donner une leçon aux insolents marchands en s'emparant de leur comptoir à Calcutta. En réponse, la compagnie dépêcha son meilleur agent,
un homme qui alliait l'aventurisme à un génie stratégique et à une absence totale de scrupules. Il s'appelait Robert Clive. Le 23 juin 1757, deux armées s'affrontèrent dans une manguier près du village de Placé. D'un côté, l'armée du Nawab, forte de 50 000 hommes et appuyée par l'artillerie française. De l'autre, les 3 000 soldats de Clive, dont un tiers seulement étaient européens. Officiellement, ce n'était pas une bataille, mais un massacre. Pourtant, Clive avait fondé ses espoirs, non pas sur les armes, mais sur l'or et la trahison. Le personnage clé de l'armée du Nawab, son oncle et commandant en chef, Mir Jafar, avait déjà été acheté, grâce à la promesse du trône du Bengale. Au début de la bataille, une pluie torrentielle de moussons s'abattit sur le champ de bataille. Les soldats du Nawab avaient oublié de couvrir leur poudre, rendant leur artillerie inutilisable. Les Britanniques, en revanche, ayant prudemment protégé leurs munitions, ouvrirent le feu avec une force dévastatrice. Au moment décisif, une grande partie de l'armée de Siraj, sous les ordres de Mir Jafar, resta sur ses positions, impuissante face au carnage. La bataille de Placé fut remportée non par l'acier, mais par l'intrigue. Ce fut moins une victoire qu'un marché parfaitement exécuté. Les conséquences furent cataclysmiques. Mir Jafar devint un souverain fantoche, et la Compagnie des Indes orientales obtint le Diwani, le droit de percevoir les impôts au Bengale, la province la plus riche de l'Inde. Ce fut le moment où le marchand ôta son masque et révéla le visage du dirigeant. L'argent collecté auprès des paysans indiens finançait désormais les armées britanniques qui, à leur tour, conquirent de nouveaux territoires indiens. L'ère des conquêtes avait commencé. Ce qui avait commencé au Bengale se transforma en une vague inexorable, engloutissant un État princier après l'autre. Les Britanniques perfectionnèrent leur méthode. Leur principal outil devint le système des alliances subsidiaires. On offrait aux souverains indiens une protection contre leurs ennemis en échange du stationnement d'une garnison britannique sur leur territoire. Pour l'entretien de cette garnison, le souverain devait verser un tribut exorbitant. C'était un piège doré. La dette ne cessait de croître, et lorsque le prince se trouvait dans l'incapacité de rembourser, les Britanniques annexaient tout simplement ses terres. Ainsi, sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré, des États entiers tombèrent sous contrôle britannique. Mais tous ne se rendirent pas sans combattre. Au sud, le tigre de Mysore, Tipu Sultan, se souleva. Souverain instruit et énergique, il créa une armée moderne inspirée des modèles européens, expérimenta les fusées et considérait les Britanniques comme une menace mortelle. 4 guerres anglo-mysores sanglantes ravagèrent le sud de l'Inde. En 1799, Tipu tomba en défendant sa capitale et sa mort symbolisa la chute de l'ancien ordre belliqueux face à une nouvelle puissance, plus calculatrice. Le bastion suivant était la puissante confédération marathe qui contrôlait le cœur de l'Inde. Jadis une force redoutable capable de défier les Moghols, elle était déchirée par des luttes intestines au début du XIXe siècle. Les Britanniques exploitèrent avec brio les dissensions entre les chefs marathes, les dressant les uns contre les autres. Au terme d'une série de guerres brutales, les Marathes furent anéantis. Leur défaite signifiait qu'il n'existait plus en Inde aucune force capable de tenir tête à la Compagnie des Indes orientales. Le dernier État indépendant était l'empire sikh du Pendjab, le pays des 5 rivières. Fondé par le grand Maharaja Ranjit Singh, il possédait une armée redoutable et disciplinée. Mais après sa mort, une lutte de pouvoir éclata, et les Britanniques en profitèrent. 2 guerres anglo-sikhes
marquée par la bravoure désespérée des guerriers sikhs et la supériorité tactique des Britanniques, aboutirent à l'annexion du Pendjab en 1849. La carte fut alors presque entièrement recouverte de rouge par le Raj britannique. Le gouverneur général, Lord Dalhousie, apporta la touche finale. Il s'arma d'une doctrine aussi froide et impitoyable que la lame d'une guillotine. La doctrine de l'extinction. Selon elle, si un souverain indien mourait sans laisser d'héritier direct, son État serait transféré sous le contrôle de la compagnie. L'ancienne tradition indienne d'adoption d'un héritier fut déclarée illégale. Ainsi, Satara, Jhansi et Nagpur furent annexés. Il ne s'agissait pas d'une conquête, mais d'un vol légal qui provoqua un profond ressentiment dans tout le pays. Et qu'advint-il des grands Moghols? Durant tout ce siècle, tandis que la compagnie redessinait la carte de l'Inde, ils continuaient de siéger sur leur trône du Paon, au fort rouge de Delhi. Leur empire n'était plus qu'un fantôme, mais leur titre conservait un pouvoir sacré. La compagnie gouvernait en leur nom, frappant des pièces à leur effigie, préservant ainsi une fiction commode. L'empereur était prisonnier dans son propre palais, le vieux poète Bahadur Shah Zafar composant des vers mélancoliques sur la fugacité de l'existence, tandis qu'au-delà des murs de sa forteresse se développait un nouvel empire étranger. Au milieu du XIXe siècle, la conquête britannique de l'Inde était pratiquement achevée. De l'Himalaya au Cap Comorin, le drapeau de la Compagnie des Indes orientales flottait. Le pouvoir semblait établi pour toujours. Mais sous cette apparente tranquillité, la colère grondait. La colère des princes déchus, la fureur des propriétaires terriens spoliés, la crainte de la destruction des traditions et de la foi. Sous les cendres de la conquête, les braises de la rébellion couvaient. Un siècle d'humiliation touchait à sa fin et l'étincelle qui allait embraser tout le sous-continent était sur le point de s'allumer. Un siècle de domination de la Compagnie des Indes orientales transforma le sous-continent indien en une poudrière. Sous le calme apparent maintenu par la force des baïonnettes britanniques, couvaient les braises d'un profond et multiforme mécontentement. Les princes, dépossédés de leur trône par l'impitoyable doctrine de l'incarcération, nourrissaient du ressentiment. Les propriétaires terriens, ruinés par les nouveaux systèmes fiscaux, haïssaient les étrangers. Les paysans, dont l'artisanat traditionnel fut anéanti par l'afflux de produits britanniques bon marché, sombrèrent dans la misère. Mais le terreau le plus explosif s'accumulait là où la Grande-Bretagne voyait le fondement de sa puissance. Dans les rangs des Sipahs, ces soldats indiens au service de la compagnie. Ils étaient l'épée de l'Empire, mais leurs âmes restaient fidèles aux traditions ancestrales. Et c'est précisément à ces âmes que le coup le plus dur fut porté. Les officiers britanniques, de plus en plus sûrs de leur supériorité culturelle, initièrent des réformes que les Indiens percevaient comme une attaque directe contre leur foi. Des rumeurs circulaient de conversion forcée au christianisme et de projets visant à abolir le système des castes. Chaque innovation, chaque ordre inconsidéré était perçu comme faisant partie d'un plan sinistre. L'atmosphère était chargée de suspicion, il ne manquait plus qu'une étincelle. Et cela éclata début 1857. Une rumeur se répandit dans les régiments, aussi mordante qu'une morsure de serpent. Les nouvelles cartouches pour fusil Enfield, destinées à l'armée, étaient soi-disant lubrifiées avec un mélange de suif de bœuf et de porc. Pour charger le fusil, un sipahi devait percer l'enveloppe en papier de la cartouche avec les dents. Pour un hindou, qui vénérait la vache comme un animal sacré, c'était une profanation impensable. Pour un musulman, qui considérait le porc comme impur, c'était un péché mortel.
Toucher la cartouche signifiait perdre sa caste, sa foi et son âme. C'était un acte d'irrespect absolu qui unit hindous et musulmans dans une même horreur et une même rage. La première flamme à jaillir de ce brasier fut celle d'un jeune sipahi du 35e régiment d'infanterie du Bengale. Il s'appelait Mangal Pandey. Le 29 mars 1857, dans un état d'extase religieuse mêlée de désespoir, il appela ses camarades, fusil à la main, à se soulever contre les officiers qui les forçaient à commettre un sacrilège. Il blessa plusieurs soldats britanniques avant d'être capturé. Son tir manqua sa cible, mais l'écho de sa rébellion résonna à travers tout le sous-continent. L'exécution de Mangal Pandey, le 8 avril, fit de lui le premier martyr de la guerre à venir. La véritable explosion eut lieu un mois plus tard, le 10 mai, dans une importante garnison militaire de Meerut, lorsque 85 sipahis ayant refusé d'utiliser les nouvelles cartouches furent condamnés aux travaux forcés, humiliés, déshabillés et enchaînés devant toute la garnison. La patience de leurs camarades atteignit ses limites. Le soir même, 3 régiments se mutinèrent. Ils prirent d'assaut les prisons et libérèrent leurs camarades. Ils tuèrent des officiers britanniques, leurs femmes et leurs enfants, laissant libre cours à des décennies de rage contenue. Meerut sombra dans le chaos, le feu et le sang. Mais il ne s'agissait pas d'une simple émeute. Les rebelles avaient un objectif. À la faveur de la nuit, des milliers de sipahis marchèrent sur la route de Delhi, l'ancienne capitale des grands Moghols. Leur arrivée à Delhi le lendemain marqua un tournant. La garnison locale se joignit aussitôt à eux. Ensemble, ils s'emparèrent de la ville et proclamèrent Bahadur Shah Zafar II, un descendant des Moghols, frêle et âgé de 80 ans, comme leur chef. Poète et non guerrier, il était un symbole vivant d'une gloire passée, mais en lui la rébellion trouva un étendard et une légitimité. Il ne s'agissait plus d'une simple mutinerie de soldats. C'était une tentative de restauration, une guerre pour rétablir l'ancien ordre, une guerre pour chasser les étrangers. La grande révolte avait commencé. La nouvelle de la chute de Delhi se répandit comme une traînée de poudre dans la vallée du Gange. De vastes régions du nord et du centre de l'Inde furent ravagées par les flammes. Kaunpur, Lucknow, Allahabad, Jhansi, villes et garnisons se soulevèrent les unes après les autres contre les Britanniques. La rébellion revêtait de multiples visages. On y trouvait des sipahis qui y voyaient un combat pour la foi. On y trouvait des souverains déchus, comme Nana Sahib à Kaunpur, qui rêvaient de reconquérir leurs terres. On y trouvait la légendaire Rani Lakshmi Bai, la jeune veuve souveraine de Jhansi, devenue une icône de la résistance, combattant à cheval, l'épée à la main, telle une déesse guerrière. Ils furent rejoints par des paysans, des pauvres des villes, des fanatiques religieux, tous ceux qui avaient des comptes à régler avec le pouvoir britannique. Pendant plusieurs mois, le colosse séculaire de la domination britannique sembla sur le point de s'effondrer. Les communications entre les villes étaient coupées, les garnisons assiégées, et Delhi, cœur symbolique de l'Inde, était aux mains des rebelles. C'était le moment le plus périlleux pour l'Empire britannique et le plus grand espoir pour ceux qui rêvaient d'une Inde libre. Il s'agissait de bien plus qu'une simple série de rébellions. C'était la première tentative nationale, certes chaotique, fragmentée et mal organisée, de se libérer du joug colonial. Pour les Britanniques, ce fut la révolte des sipahis. Mais pour des millions d'Indiens, hier et pour les générations à venir, ce fut et restera à jamais la première guerre d'indépendance.
Alors que la fumée se dissipait des ruines de Delhi et que les derniers soubresauts de la rébellion de 1857 s'estompaient, une ère nouvelle s'ouvrait sur l'Inde. Fini le temps de la Compagnie des Indes orientales, cette société de marchands devenue conquérant. Place à l'administration directe par la couronne britannique. En 1858, le Parlement de Londres vota l'India Better Government Act, transférant tous les territoires et pouvoirs de la Compagnie à l'État. Et en 1877, la reine Victoria fut proclamée impératrice des Indes. Le raj britannique avait commencé. Pour l'Empire britannique qui s'étendait sur tout le globe, l'Inde était bien plus qu'une simple colonie. C'était son plus grand trésor, son atout le plus précieux, un symbole de puissance et de gloire. On l'appelait le joyau de la couronne de l'Empire. Et ce n'était pas qu'une simple exagération poétique, c'était l'essence même de son importance. Tout d'abord, l'économie. L'Inde devint une source inépuisable de matières premières pour la révolution industrielle britannique. Coton pour les usines textiles de Manchester, jute pour les sacs de Dundee, indigo pour les teintures, thé pour les salons anglais. Tout affluait sans cesse des champs et plantations indiens vers les ports de la métropole. Parallèlement, l'Inde devint un marché gigantesque pour les produits britanniques. Les tissus bon marché du Lancashire inondèrent les bazars indiens, portant un coup fatal aux traditions millénaires du tissage local. La richesse extraite de l'Inde, par le biais des impôts, des déséquilibres commerciaux et du financement de l'administration et de l'armée coloniale, alimenta les finances de l'Empire, lui permettant de dominer la scène mondiale. Deuxièmement, la stratégie. L'Inde constituait l'épine dorsale géopolitique de l'Empire britannique en Asie. Elle faisait rempart contre l'expansion de la Russie tsariste en Asie centrale, dans le cadre du Grand Jeu, cette guerre d'espionnage et de diplomatie qui opposait les deux empires. Le contrôle de l'Inde assurait à la Grande-Bretagne la domination de l'océan Indien et des routes maritimes vers l'Orient. De plus, l'armée indienne, réorganisée après la rébellion et composée principalement de soldats indiens sous les ordres d'officiers britanniques, devint l'arme invincible de l'Empire. Elle servit à réprimer les rébellions et à mener des guerres à travers le monde, de la Chine et de l'Afghanistan, à l'Afrique et au Moyen-Orient. Des soldats indiens périrent pour des intérêts impériaux qui leur étaient étrangers. Troisièmement, le prestige. La possession de l'Inde, un vaste sous-continent à la civilisation ancienne et à la population plusieurs fois supérieure à celle de la Grande-Bretagne, était une preuve tangible de la grandeur impériale. Cela alimentait l'idéologie victorienne du fardeau de l'homme blanc et de la mission civilisatrice. Les Britanniques croyaient sincèrement apporter la lumière du progrès, de la loi et de l'ordre à ces terres obscures. Ils fondèrent leur pouvoir sur l'idée de leur propre supériorité raciale et culturelle, créant un monde où les Européens étaient, par définition, supérieurs à tout Indien. Le système de gouvernance de ce joyau était perfectionné. Au sommet de la pyramide du pouvoir se trouvait le vice-roi, représentant du monarque. Il vivait dans un luxe rivalisant avec celui des Maharajas, dans de somptueux palais à Calcutta puis à Delhi, entourés de cérémonies fastueuses, symbolisant la pérennité du pouvoir britannique. Le pilier du pouvoir était ce qu'on appelait la charpente d'acier du Raj, le service civil indien. Il s'agissait d'une caste d'élite d'administrateurs britanniques, sélectionnés au terme d'examens rigoureux. Plusieurs milliers de Britanniques contrôlaient le destin de centaines de millions d'Indiens, occupant les fonctions de juges, de percepteurs d'impôts et de gouverneurs. Efficaces et incorruptibles, mais aussi arrogants et distants du peuple,
Ils incarnaient à la perfection le despotisme paternaliste. Les Britanniques gouvernèrent non seulement par la force, mais aussi par l'intelligence, employant une politique habile et cynique de division pour mieux régner. Ils exploitèrent les contradictions de la société indienne, entre hindous et musulmans, entre castes supérieures et inférieures, et entre les différents groupes ethniques. Ils préservèrent le pouvoir de centaines de princes et de maharajas semi-indépendants, en concluant des traités avec eux. Ces souverains conservaient une autonomie intérieure et des cours fastueuses, mais leur politique étrangère et leur défense étaient entièrement sous contrôle britannique, ce qui en fit des alliés indéfectibles et un rempart contre le mécontentement populaire. Le Raj apporta également des changements visibles à l'Inde. Un réseau ferroviaire dense, l'une des plus grandes réussites du génie britannique, couvrait le pays. Mais ces artères d'acier, sillonnant le continent, servaient avant tout les intérêts impériaux. Le déploiement rapide des troupes pour réprimer les troubles et le transport efficace des matières premières vers les ports. Des canaux et des barrages furent construits, des lignes télégraphiques installées et le système juridique unifié. Des universités furent créées où l'enseignement était dispensé en anglais. Elles formèrent une caste d'Indiens instruits, indispensables pour les emplois aux échelons inférieurs de l'administration coloniale. Mais c'était précisément là le paradoxe central de la perle. En introduisant l'éducation et le droit occidentaux, les Britanniques semaient involontairement les germes de leur propre chute. En étudiant les œuvres de Locke, Mill et Rousseau, une nouvelle génération d'Indiens s'imprégnait des idées de liberté, d'égalité, de souveraineté nationale et de justice. Ils commencèrent à poser des questions dérangeantes. Pourquoi les principes considérés comme sacrés à Londres n'étaient-ils pas appliqués à Delhi? Ainsi, sous le faste des bals vice-royaux, le vrombissement des trains express et la géométrie impeccable des villes nouvelles, une autre réalité se cachait. Une réalité de misère paysanne, de déclin de l'artisanat, de famine périodique et d'un racisme profond et omniprésent. Le Raj britannique fut une ère d'ordre et de stabilité, mais un ordre imposé de l'extérieur, la stabilité d'une cage dorée. Une perle brillait dans la couronne, mais pour l'Inde elle-même, cet éclat était froid et étranger. Et sous cette façade apparemment inébranlable, des forces se manifestaient déjà, prêtes à réclamer un jour leur perle. La seconde moitié du XIXe siècle en Inde fut une ère forgée dans l'acier et cimentée par la famine. Une époque où le grondement des locomotives à vapeur couvrait les gémissements des mourants et où la fierté impériale se drapait dans le manteau du devoir moral. Ce fut une période de grandes réalisations et de tragédies monstrueuses, une époque qui changea à jamais le visage du sous-continent. Au cœur de ce paradoxe se dressaient trois titans, les chemins de fer, la famine et l'idée connue sous le nom de fardeau de l'homme blanc. La locomotive fut la première à entrer dans l'histoire. Serpent de feu, crachant vapeur et suie, ses artères d'acier s'enfoncèrent dans le sol ancestral de l'Inde. La construction du chemin de fer, entreprise à une échelle sans précédent après la rébellion de 1857, devint le principal symbole et instrument de la domination britannique. Pour l'Empire, il s'agissait de bien plus qu'un simple réseau de transport, un outil de contrôle. Les chemins de fer permettaient de déplacer les troupes à la vitesse de l'éclair en tout point de ce vaste territoire, réprimant ainsi la moindre velléité de contestation avant qu'elle ne dégénère en nouvelle rébellion. C'était aussi un moteur économique, mais une économie à sens unique, l'exportation. Des trains incessants filaient à toute allure sur les nouvelles lignes reliant l'intérieur du pays aux villes portuaires de Bombay,
Calcutta et Madras. Il transportait du coton pour les usines de Manchester, du jute pour les filatures de Dundee et du blé pour les marchés britanniques. L'Inde devenait un gigantesque appendice de matières premières de l'Empire et le chemin de fer était le cordon ombilical par lequel la métropole puisait sa sève. Pour les Indiens, c'était à la fois un miracle et une malédiction. Des distances qui, pendant des siècles, avaient nécessité des semaines de transport en charrette à bœuf, pouvaient désormais être parcourues en une journée. Pour la première fois depuis des millénaires, les habitants du Pendjab pouvaient facilement se retrouver au Bengale. Le pays était physiquement relié, donnant naissance à un sentiment encore flou d'espace partagé, de destin commun. Mais derrière le grondement triomphant des roues d'acier se cachait une autre réalité, bien plus terrifiante. Tandis que la Grande-Bretagne célébrait son génie technique, le spectre de la famine s'étendait sur l'Inde. Et il ne s'agissait pas simplement d'une mauvaise récolte due à la sécheresse ou aux moussons. C'était une famine provoquée par l'homme, conséquence directe de la politique coloniale. Le chemin de fer, qui aurait pu être une bénédiction, se transforma en instrument de mort. Lorsqu'une sécheresse ravagea les champs d'une province, les commerçants, profitant du nouveau réseau de transport, n'approvisionnèrent pas les autres régions en céréales. Au lieu de cela, ils transportèrent les derniers restes de la récolte des zones ravagées par la famine pour les vendre plus cher dans les ports et les exporter vers l'Angleterre. Le marché, libre et impitoyable, se révéla plus fort que la compassion. L'administration du Raj, obsédée par les principes économiques du laisser-faire, assista à la tragédie avec un calme froid et détaché. L'apogée de cette politique fut la Grande Famine de 1876-1878, tandis que des millions de personnes à Madras, Bombay, Mysore et Hyderabad mouraient de faim. Réduite à l'état de squelette, le vice-roi des Indes, Lord Lytton, organisait un grand durbar à Delhi. La cérémonie fastueuse proclamant la reine Victoria impératrice des Indes coûta une somme astronomique au trésor public. Des dizaines de maharajas et de fonctionnaires britanniques festoyèrent pendant une semaine, tandis que des ombres planaient sur les routes du pays et que des villages entiers étaient ravagés par la famine. Selon les estimations les plus prudentes, la famine fit entre 6 et 10 millions de victimes. Les chemins de fer, symboles de progrès, furent incapables d'acheminer un seul sac de céréales. Comment l'Empire a-t-il pu concilier ces contradictions monstrueuses dans sa conscience? Comment a-t-il pu simultanément construire des ponts et des universités tout en assistant impassiblement à la mort de millions de ses sujets? La réponse résidait dans l'idéologie qui est devenue la justification morale du colonialisme, le fardeau de l'homme blanc. Ce terme, immortalisé par le célèbre poème de Rudyard Kipling, devint la quintessence de la vision impériale du monde. Les Britanniques se percevaient non comme des conquérants, mais comme des civilisateurs. Ils n'apportèrent pas l'oppression, mais la lumière. Ils se croyaient investis d'une mission sacrée, guider les peuples arriérés et silencieux d'Asie et d'Afrique hors des ténèbres de l'ignorance et vers la lumière de la civilisation occidentale. Dans cette perspective, les chemins de fer, le télégraphe et le droit anglais étaient autant de dons offerts à l'Inde. Cette philosophie paternaliste et profondément raciste expliquait tout. La famine, non pas le résultat de l'exploitation coloniale, mais la conséquence de la paresse et du fatalisme des Indiens eux-mêmes, de leur incapacité à planifier de façon moderne. La répression brutale des soulèvements.
une mesure nécessaire pour protéger les enfants indigènes de leurs propres instincts destructeurs. Le fardeau de l'homme blanc était un paravent commode qui dissimulait un cynisme et une cupidité sous le couvert d'une noble mission. Chaque fonctionnaire britannique, du jeune administrateur de district au vice-roi à Calcutta, croyait sincèrement servir une cause supérieure, même lorsque ses actions menaient au désastre. L'Inde vécut donc à cette époque prise entre deux mondes, celui des voies ferrées reliant les ports et celui des puits asséchés. C'était le monde des clubs britanniques, où l'on discutait des dernières nouvelles de Londres, et celui des villages, où la mort était la seule nouvelle. Ce fut une ère de contraste, où progrès et régression, création et destruction étaient intimement liés. Les voies ferrées qui unissaient l'Inde devinrent simultanément le symbole de son asservissement. Et le fardeau, porté par les colonisateurs, se révéla infiniment plus léger que le poids des souffrances qui pesaient sur le peuple indien. Mais c'est précisément dans ce creuset de contradictions, à l'ombre des locomotives à vapeur et sur des champs arides, que se forgea la volonté de résister et que naquit la conscience d'une future nation libre. Après avoir écrasé la grande révolte de 1857 d'une main de fer, l'Empire britannique semblait avoir fermement établi son pouvoir sur l'Inde. Le Raj avait atteint son apogée, éclatant, invincible et éternel. La couronne remplaça la compagnie, et l'ordre, façonné par les lignes d'acier des chemins de fer et des fils télégraphiques, régnait sur le sous-continent. Mais à l'ombre de la grandeur impériale, au sein même du système créé pour gouverner et contrôler, les germes de sa chute commençaient déjà à se développer. C'était une époque de paradoxe, une époque où les instruments d'asservissement se transformaient en instruments de libération. C'était le début d'un éveil national. La clé de ce réveil, paradoxalement, résidait dans l'éducation britannique. Souhaitant former une classe d'administrateurs, de commis et d'avocats indigènes loyaux, les fameux babus, qui serviraient d'agents de la volonté impériale, les Britanniques ouvrirent des universités à Calcutta, Bombay et Madras. Ils y dispensèrent un enseignement en anglais, selon les programmes scolaires anglais, les plongeant dans l'univers de Shakespeare, Newton et Adam Smith. Le calcul était simple: créer des Indiens qui conserveraient leur origine et leur couleur de peau, mais qui adopteraient les goûts, les opinions, la morale et l'intellect des Anglais. Mais l'Empire s'est trompé dans ses calculs. Parallèlement à la littérature anglaise, les idées européennes sur la liberté, l'égalité et les droits de l'homme ont pénétré l'Inde. Les jeunes Indiens lisaient John Stuart Mill sur la liberté individuelle, John Locke sur les droits à la vie et à la propriété, et Rousseau sur le contrat social. Les mots destinés à justifier les révolutions européennes et la construction des démocraties résonnaient désormais dans l'esprit des jeunes des villes indiennes. L'Empire lui-même avait donné à ses sujets les armes intellectuelles pour le combattre. Ainsi naquit une nouvelle élite, une intelligentsia indienne formée en Occident, composée d'avocats, de médecins, de journalistes et de fonctionnaires. Elle citait avec la même aisance les textes anciens du sanskrit et les œuvres des philosophes anglais. Elle constituait un pont entre les deux mondes, mais ressentait de plus en plus leur position humiliante. Elle constatait que, malgré leur savoir et leur loyauté, elle resterait toujours un citoyen de seconde zone aux yeux des Britanniques, exclu des plus hautes fonctions de l'armée et de l'administration de son propre pays. Dans le même temps, l'imprimerie se révéla plus puissante que le canon. Journaux et magazines, publiés en anglais et dans les langues locales, bengali, marathi, hindi et tamoul, fleurirent à travers l'Inde
comme des champignons après la pluie. Au sein des pages fragiles de ces publications, une nouvelle communauté vit le jour. Un habitant de Lahore lut pour la première fois le récit du sort d'un agriculteur du Bengale et éprouva non pas de la compassion pour un étranger, mais de la douleur pour un compatriote. Un avocat de Madras a pris une décision de justice injuste à Bombay et l'a perçue comme une insulte personnelle. Les journaux créèrent ce que l'on appellera plus tard une communauté imaginée, un sentiment d'appartenance à une seule nation dont les frontières s'étendaient de l'Himalaya à l'océan Indien. Ce sentiment était également alimenté par un regain d'intérêt pour le passé de l'Inde. Des érudits européens, tels que Max Müller, ont révélé au monde la grandeur de la civilisation indienne antique grâce à leur traduction des Védas et des Upanishads. Des réformateurs indiens, comme Swami Vivekananda, ont exhorté leurs compatriotes à se souvenir de la force spirituelle de leur culture à l'époque des grands empires Maurya et Gupta. Le passé n'était plus un simple recueil de mythes, il est devenu une source de fierté et la preuve que l'Inde avait été une grande civilisation bien avant l'arrivée des Européens. Cela a conféré à l'Inde la légitimité morale d'exiger le respect de soi et l'autonomie. L'étincelle qui mit le feu aux poudres jaillit en 1883. Le gouvernement présenta le projet de loi dit Hilbert. Cet amendement, en apparence modeste, visait à corriger une injustice flagrante. Il accordait aux juges indiens le droit de juger des Européens. La réaction furieuse et ouvertement raciste de la communauté blanche en Inde fut une révélation humiliante pour l'élite indienne. Les Britanniques résidant en Inde déclarèrent qu'ils ne toléreraient pas de procès menés par des races inférieures, arguant que cela saperait les fondements de leur prestige et de leur pouvoir. Sous leur pression, le gouvernement céda et adopta le projet de loi dans une version tronquée et édulcorée. Le projet de loi d'Hilbert fut un coup dur, ramenant à la réalité même les plus loyaux. Il démontra impitoyablement qu'aux yeux des colonisateurs, ni l'éducation ni la loyauté ne pouvaient rendre un Indien l'égal d'un Anglais. Le plafond de verre contre lequel leurs espoirs s'étaient brisés se révéla être non seulement un obstacle bureaucratique, mais un mur infranchissable de mépris racial. Il devint évident que réclamer justice individuellement était vain. Il fallait une organisation pan-indienne unifiée, capable de parler au nom de toute la nation. C'est ainsi que naquit une telle organisation. En décembre 1885, 72 délégués venus de toute l'Inde se réunirent à Bombay. Avocats, intellectuels, journalistes, l'élite de la nouvelle intelligentsia indienne, ils fondèrent le Congrès national indien. Ses objectifs initiaux n'étaient ni l'indépendance ni la révolution. Ces modérés, fidèles à l'Empire, réclamaient une plus grande participation des Indiens à la gouvernance du pays, la tenue des concours de la fonction publique en Inde, et non plus seulement à Londres, ainsi qu'une réduction des dépenses militaires. Ils partageaient le sens britannique de la justice et aspiraient simplement à devenir des partenaires à part entière au sein de l'Empire. Mais le simple fait de leur rencontre était révolutionnaire. Pour la première fois dans l'histoire, des personnes originaires de différentes provinces, parlant des langues différentes et professant des confessions différentes, se rassemblèrent non pas en tant que Bengalis, Pendjabis ou Maraths, mais en tant qu'Indiens, unis par un destin commun et une quête partagée de dignité. Ainsi, dans les dernières décennies du XIXe siècle, naquit une idée qui allait changer le monde, celle d'une nation indienne unie. Ce n'était pas encore le rugissement d'un tigre, mais la voix calme et insistante de la raison, exigeant le respect.
Mais le premier pas, le plus difficile, avait été franchi. La nation s'éveillait, et désormais, la colossale machine du Raj britannique ne suivait plus la voie tranquille d'une domination éternelle, mais avançait vers son destin. À l'aube du XXe siècle, l'Inde retenait son souffle. La Grande Guerre en Europe était terminée, mais la liberté promise tardait à venir. Les espoirs placés dans la justice britannique s'étaient mués en une amère désillusion. La scène politique était fragmentée et la colère populaire, sans chef ni but, couvait sous les cendres de l'oppression quotidienne. Le pays attendait. Il attendait une voix capable d'unir les murmures de millions de personnes en un cri unique et inébranlable. Et en 1915, cette voix revint sur sa terre natale. Il s'appelait Mohandas Karamchand Gandhi. Il n'était ni un chef de guerre à la tête d'une armée, ni un aristocrate au titre prestigieux. C'était un avocat mince, portant des lunettes, formé à Londres et forgé dans le creuset de la discrimination raciale en Afrique du Sud. C'est là, confronté à l'humiliation et à l'injustice, qu'il forgea son arme unique, une arme non pas d'acier, mais d'esprit. Il l'appela Satyagraha. Le Satyagraha n'est pas une résistance passive. Traduit du sanskrit, ce mot signifie persévérance dans la vérité ou force d'âme. Il s'agissait d'un concept révolutionnaire, d'une philosophie et d'une stratégie à la fois. Son essence résidait dans le rejet de la violence, non par faiblesse, mais par force. Le Satyagraha est une désobéissance active et consciente aux lois injustes, une volonté d'accepter la souffrance, l'arrestation et les coups, mais de ne pas riposter. C'était un combat moral où les Indiens devaient faire appel non pas à la peur, mais à la conscience de leurs oppresseurs. Gandhi croyait qu'en faisant preuve de courage et de pureté d'intention à travers la souffrance, on pouvait contraindre son adversaire à reconnaître l'injustice de ses actes. C'était une force capable, selon lui, d'anéantir un empire sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. De retour en Inde, Gandhi ne s'est pas précipité en politique. Il a passé 1 an à parcourir le pays en wagon de 3e classe pour voir et ressentir l'Inde authentique, celle des villages misérables, des paysans démunis et des tisserands affamés. Il a écouté. Il a partagé la souffrance et les espoirs de son peuple. Le premier test de Satyagraha sur le sol indien eut lieu à Champaran en 1917. Les paysans locaux étaient contraints par les planteurs britanniques de cultiver l'indigo sur les meilleures terres et de le vendre à des prix exorbitants. Gandhi s'y rendit non pas en agitateur, mais en chercheur. Il recueillit méthodiquement des milliers de témoignages, documentant chaque cas d'exploitation. Lorsque les autorités lui ordonnèrent de quitter la région, il refusa calmement, déclarant être prêt à aller en prison. L'administration britannique, peu habituée à une telle résistance silencieuse et inflexible, fut déstabilisée et recula. Finalement, une commission fut créée qui reconnut la position des paysans. Ce fut la première victoire, locale certes, mais retentissante. Gandhi montra à l'Inde qu'un homme, armé seulement de vérité et de courage, pouvait s'opposer au système. Après Champaran, il mena des campagnes victorieuses à Kedah, où il soutint les agriculteurs réclamant l'abolition des taxes en raison des mauvaises récoltes, et à Ahmedabad, où il prit parti pour les ouvriers du textile. À chaque victoire, son autorité grandissait. Le peuple le considérait non comme un simple politicien, mais comme un saint, un sage, un protecteur. On lui donna un nom qui le suivrait à jamais, Mahatma, grande âme. Mais le véritable tournant qui fit de Gandhi un leader national survint en 1919. Le gouvernement britannique
craignant une agitation croissante, adopta la loi Rowlett. Cette loi draconienne autorisait les autorités à emprisonner sans procès, pendant 2 ans, toute personne soupçonnée d'activité antigouvernementale. Ce fut un affront pour tous les Indiens qui avaient combattu pour l'Empire britannique durant la Première Guerre mondiale. La réponse de Gandhi fut un appel à un satyagraha national, un hartal, une grève générale et une journée de prière. Le 30 mars, puis le 6 avril 1919, l'Inde resta figée. Le pouls du pays s'arrêta. Les magasins fermèrent, les trains s'immobilisèrent, les usines se turent. Des millions de personnes à travers le pays, hindous et musulmans, riches et pauvres, descendirent dans la rue pour protester pacifiquement. Ce silence était plus assourdissant que n'importe quelle émeute. C'était une démonstration d'unité et de volonté comme l'Inde britannique n'en avait jamais connue. L'Empire répondit par la force. Le 13 avril 1919, à Amritsar, jour saint pour les Sikhs, des milliers de civils, dont des femmes et des enfants, se rassemblèrent dans le Jallianwala Bagh, encerclés par un cordon de sécurité. Ils étaient venus protester pacifiquement contre la loi Rowlett. Sur ordre du général de brigade Reginald Dyer, les troupes bloquèrent la seule issue, étroite, et ouvrirent le feu sur la foule désarmée. Sans sommation. Les tirs se poursuivirent jusqu'à épuisement des munitions. 10 minutes qui ont changé l'histoire à jamais. 10 minutes de carnage glacial, des centaines de morts, des milliers de blessés. Jallianwala Bagh est devenu une plaie béante dans le corps de l'Inde et un symbole de la cruauté monstrueuse du régime colonial. Pour Gandhi et pour toute l'Inde, ce fut l'heure de vérité. Le massacre d'Amritsar anéantit les derniers vestiges de foi en la civilité et la justice britannique. La modération devint impossible. Toute coopération avec un tel gouvernement était impensable. Le sang des martyrs d'Amritsar devint la graine d'où germerait la liberté future. L'ère des pétitions et des requêtes polies était révolue. L'ère de Gandhi avait commencé. Une ère de désobéissance civile massive, de boycott, de marche et de sacrifice. Le Mahatma avait trouvé sa voie et guidé la nation. La bataille pour l'Inde allait désormais se dérouler sur un nouveau terrain, dans le cœur et l'esprit de millions de personnes, où la force de l'esprit triompherait de celle des armes. Le sang versé à Jallianwala Bagh ne s'est pas effacé dans le sable. Il est devenu la graine amère d'où a germé une nouvelle et sans précédent moisson de désobéissance. L'écho des coups de feu à Amritsar ne s'est pas estompé, mais s'est mué en un rugissement de millions de voix refusant de coopérer avec un empire aux mains souillées. De ce rugissement est né le premier mouvement véritablement panindien, mené par un homme dont la seule arme était la vérité, Mahatma Gandhi. La nation sembla retenir son souffle, puis laissa échapper un unique soupir de défi. L'ère de la non-coopération avait commencé. Il ne s'agissait pas d'une guerre d'épée et de fusil, mais d'une guerre des esprits. Le mouvement de non-coopération, lancé en 1920, visait à paralyser la machine même du pouvoir colonial en la privant de son carburant, la participation indienne. Les flammes des feux de joie, où brûlaient des tissus anglais, illuminaient les rues nocturnes de Bombay et de Calcutta. Il ne s'agissait pas d'un simple acte de destruction, c'était un rituel de purification, un rejet des symboles de l'esclavage économique. Le bruit des métiers à tisser importés allait céder la place au bourdonnement rythmé du charkha, un simple rouet indien devenu symbole du Swadeshi, de l'indépendance économique. Dans ce son simple et méditatif, les Indiens entendaient la musique de leur future liberté.
Les amphithéâtres des prestigieuses universités britanniques et les tribunaux où la justice était rendue au nom du roi-empereur se vidaient. Étudiants et avocats, parmi lesquels des personnalités aussi brillantes que Jawaharlal Nehru et Vallabhbhai Patel, abandonnèrent leur carrière pour rejoindre le mouvement populaire. Rejeter l'éducation et le droit britannique revenait à renoncer aux fondements mêmes sur lesquels l'Empire avait bâti son pouvoir. L'Inde apprenait à se passer de ses maîtres. Les titres et les distinctions décernés par le vice-roi étaient rendus, tels de faux joyaux ayant perdu tout leur éclat. Pendant 2 ans, l'Inde vécut dans un état de rébellion à la fois fiévreuse et pacifique. Des millions de personnes se sentaient pour la première fois non plus comme des sujets du Raj, mais comme des citoyens d'une nation unie, capables de dire non. Cependant, le feu censé purifier la nation était une force dangereuse. En février 1922, dans la petite ville de Chauri Chaura, une étincelle de violence dégénéra en un incendie incontrôlable. Une foule enragée, provoquée par la police, incendia le commissariat, tuant les agents qui s'y trouvaient. Pour Gandhi, ce fut une catastrophe. À ses yeux, la victoire fondée sur la violence était illusoire. Le mouvement ensanglanté perdait sa force morale, son âme. À la consternation et à l'horreur de nombre de ses camarades, il prit une décision douloureuse: mettre fin au mouvement de non-coopération à son apogée. Il déclara que l'Inde n'était pas encore prête pour la liberté, car elle n'avait pas maîtrisé l'art le plus important, celui de la non-violence. Ce fut une leçon, dure mais nécessaire. Elle montra que pour Gandhi, les principes primaient sur le succès politique immédiat. Des années de calme relatif s'ensuivirent. Après avoir purgé sa peine de prison, Gandhi se consacra à l'action sociale, la lutte contre l'intouchabilité et la promotion de l'artisanat villageois. La tempête politique semblait s'être apaisée, mais sous les cendres, des braises couvaient encore. Et en 1928, les Britanniques eux-mêmes attisèrent les tensions. Une commission dirigée par Sir John Simon arriva en Inde pour définir les futures réformes constitutionnelles du pays. Aucun Indien n'y siégeait. L'insulte était assourdissante. 7 messieurs blancs étaient arrivés pour décider du sort de 300 millions d'Indiens sans même les consulter. L'Inde s'embrasa de protestations. Partout où la commission se rendait, elle était accueillie par des drapeaux noirs et un chant unifié. « Simon, rentre chez toi ». L'humiliation de la commission Simon unifia une fois de plus la nation et ouvrit la voie à une étape suivante encore plus audacieuse. Le 31 décembre 1929 à minuit, sur les rives du Ravi à Lahore, le Congrès national indien, présidé par le jeune et passionné Nehru, adopta une résolution historique. Le mot « domination » fut effacé. À sa place, en lettres flamboyantes, s'écrivait « Purna Swaraj », l'indépendance totale et inconditionnelle. Ce n'était plus une requête, mais une exigence. Mais comment y répondre? Comment contraindre le plus puissant empire du monde à se retirer? Gandhi apporta une fois de plus la solution. Et elle brillait par sa simplicité. Il avait trouvé le talon d'Achille de l'Empire, non pas dans ses armées ou son trésor, mais dans l'objet le plus simple, le plus banal, le sel. Le monopole britannique sur la production et la vente de sel, renforcé par une taxe injuste, touchait chaque Indien, du Maharaja au plus pauvre paysan. Le sel est l'épice de la vie, le fruit de la sueur et des larmes de l'Inde, cristallisée et taxée. Remettre en cause la loi sur le sel, c'était remettre en cause tout le système colonial. Le 12 mars 1930, une silhouette frêle vêtue de khadi blanc, appuyée sur une canne de bambou, sortit de son ashram de Sabarmati.
Accompagné de 78 disciples dévoués, le Mahatma Gandhi entreprit son voyage vers la mer jusqu'au village de Dandi, situé à 390 km de là. Ce n'était pas un simple voyage, c'était un message vivant, un cheminement au cœur de l'Inde. Jour après jour, le mince filet de pèlerins se transforma en un fleuve immense. Des milliers quittèrent leur village pour le voir, écouter ses paroles et se joindre à la marche. La poussière soulevée par leurs pieds nus était la poussière de l'histoire. Le monde entier retint son souffle, témoin de ce spectacle incroyable. Un vieil homme appuyé sur un bâton marchait pour ébranler un empire. Enfin, le 6 avril, après 24 jours de voyage, Gandhi atteignit la mer d'Arabie. À l'aube, après avoir prié, il s'avança lentement dans les eaux côtières, puis se pencha et ramassa une pincée de boue salée. À cet instant, la loi fut transgressée. Dans ce geste simple et silencieux résidait toute la puissance de l'Inde. Ce n'était pas seulement un acte de désobéissance civile, c'était un acte de création, la création d'une nation libre reprenant ce qui lui revenait de droit. Ce geste devint un signal. Tout le long des côtes indiennes, du Bengale au Malabar, des milliers de personnes affluèrent vers la mer pour produire leur propre sel. Dans les villes sans accès à la mer, le sel était évaporé dans des chaudrons sur les places publiques. La nation entière se transforma en une armée de manifestants pacifiques. L'Empire répondit par le seul moyen qu'il connaissait, la violence. Des dizaines de milliers de personnes, dont Gandhi et toute la direction du Congrès, furent jetées en prison. La police frappa violemment des foules désarmées, mais à chaque coup de matraque s'opposait une résistance inébranlable. Le symbole le plus frappant en fut le massacre des marais salants de Dharasana, où des centaines de volontaires, les uns après les autres, marchèrent sous une pluie de coups, sans lever la main pour riposter. La marche du sel n'a pas apporté l'indépendance immédiate, mais elle a accompli bien plus. Elle a brisé l'autorité morale du pouvoir britannique. Elle a montré au monde, et surtout aux Indiens eux-mêmes, que leur esprit restait indomptable. Le chemin vers la liberté était encore long et ardu, mais après la marche vers Dandi, l'Inde savait qu'elle atteindrait son but. Elle avait appris à marcher. Nous sommes en 1942. Le monde est ravagé par les flammes de la Seconde Guerre mondiale, et dans ce contexte, l'Inde décide de franchir une étape désespérée et décisive. De la bouche du Mahatma Gandhi, homme qui prêchait la paix, jaillit un appel retentissant. Quitter l'Inde. Plus qu'un simple slogan, c'est un ultimatum. Le mantra « agir ou mourir » se répand à travers le sous-continent, enflammant le cœur de millions de personnes. C'est le début de la fin, un soulèvement national qui va paralyser l'Empire et le contraindre à la retraite. Le peuple se soulève, les étudiants abandonnent leurs études, les ouvriers désertent les usines, les paysans refusent de payer leurs impôts. Les symboles du pouvoir britannique, voies ferrées, lignes télégraphiques, bâtiments gouvernementaux, deviennent la cible de la colère populaire. Il semble que l'élan national uni, sa volonté indomptable, soit sur le point de balayer le régime colonial. Mais l'Empire, même engagé dans une guerre sur deux fronts, n'avait aucune intention de capituler. La riposte ne fut pas seulement brutale, elle fut impitoyable. La Grande-Bretagne répondit au cri « Quittez l'Inde » par une main de fer. Du jour au lendemain, toute la direction du Congrès national indien, y compris Gandhi, Nehru et Patel, fut arrêtée et emprisonnée sans procès. Le mouvement, privé de ses chefs, fut décapité, mais non brisé. Les rues des villes se transformèrent en champs de bataille.
Des troupes furent déployées contre des manifestants non armés. Le sifflement des bâtons de bambou fendant l'air devint la bande-son de l'époque, suivi du crépitement sec des fusils. Des dizaines de milliers de personnes furent tuées, des centaines de milliers arrêtés. Les villages qui avaient soutenu les rebelles furent soumis à des amendes collectives, leurs biens confisqués et leurs maisons incendiées. L'air de l'Inde, empli d'espoir la veille encore, était désormais imprégné d'une odeur de peur, de poudre et de paille brûlée. Le prix de la désobéissance était monstrueux. Le rage britannique perdura, mais ce fut une victoire à la Pyrrhus. La répression put certes étouffer la rébellion ouverte, mais elle ne put anéantir l'idéal de liberté. Pire encore, elle provoqua un drame plus terrible. Elle révéla et exacerba les divisions au sein même du mouvement pour l'indépendance. Tandis que les dirigeants du Congrès étaient emprisonnés, la scène politique n'était pas pour autant désertée. Dans ce silence assourdissant imposé par les arrestations et la censure, d'autres voix commencèrent à se faire entendre avec plus de force. Parmi ces voix, la plus influente était celle de Muhammad Ali Jinnah et de sa Ligue musulmane. Jinnah, jadis champion de l'unité indienne, était devenu l'architecte froid et calculateur d'un destin différent. Il percevait le mouvement « Quitter l'Inde », dominé par des hindous du Congrès, comme une menace directe pour l'avenir des musulmans. La Ligue non seulement n'apporta aucun soutien au soulèvement, mais le condamna, se positionnant ainsi comme un partenaire plus fiable et prévisible pour les Britanniques. Tandis que les membres du Congrès croupissaient en prison, Jinnah et ses associés consolidèrent leur position, étendant leur influence dans les provinces et promouvant avec une force croissante leur idée centrale, la création d'un État séparé pour les musulmans, le Pakistan. Le slogan « Diviser pour mieux régner » que les Britanniques avaient appliqué avec tant de succès pendant des siècles devint alors le principe directeur de la politique indienne. Une fissure, autrefois ténue, se transformait rapidement en un abîme. Mais il existait une autre voie, une autre réponse à la violence impériale. Loin des prisons et des arènes politiques de l'Inde, dans l'Asie du Sud-Est déchirée par la guerre, le spectre de l'Orient se levait. Subhas Chandra Bose, nationaliste fervent et ancien président du Congrès, qui avait échappé à sa résidence surveillée, ne croyait pas à la non-violence prônée par Gandhi. Il était convaincu que la liberté ne pouvait être conquise que par la force des armes. Sa devise était « L'ennemi de mon ennemi est mon ami ». S'alliant aux puissances de l'Axe, l'Allemagne nazie et le Japon impérial, Bose créa l'armée nationale indienne. Elle était composée de prisonniers de guerre indiens capturés par les Japonais à Singapour et en Malaisie. Des milliers de soldats qui avaient jadis prêté allégeance à la couronne britannique changèrent alors de bannière et se préparèrent à marcher sur Delhi sous le slogan « Chalo Delhi », en avant sur Delhi. Le parcours de Bose fut un chemin de feu et d'épée, à la fois tragique et héroïque. Il incarnait une alternative radicale à la voie de Gandhi et aux manœuvres politiques de Jinnah. Aux yeux des Britanniques, il était un traître et un collaborateur. Pour des millions d'Indiens, il était Netaji, un leader prêt à tout pour la liberté de sa patrie. Bien que la marche de son armée sur l'Inde se soit finalement enlisée, son existence même porta un coup dur au prestige de l'Empire. Il prouva que la loyauté du soldat indien, pilier de la puissance britannique, n'était plus inébranlable. Ainsi, dans le creuset d'une répression brutale, le mouvement de libération se scinda en 3 courants. Le premier fut la désobéissance civile de masse du Congrès, temporairement réprimée, mais non anéantie. Le deuxième fut le séparatisme légal persistant de la Ligue musulmane, qui gagna en puissance dans le vide politique.
Et le troisième fut la rébellion armée désespérée de l'armée nationale indienne, combattant aux côtés des ennemis de l'Empire. Le rêve d'une Inde unie et libre, qui avait brillé d'un éclat si vif au début des années 1940, commença à s'estomper. Les conflits internes remplaçaient l'ennemi commun. La méfiance s'installa entre voisins. Les questions de foi et d'identité prirent le pas sur un objectif commun. La victoire sur la Grande-Bretagne semblait de plus en plus réaliste, l'Empire étant épuisé par la guerre. Mais l'Inde était désormais confrontée à une question nouvelle, bien plus terrifiante. À quoi ressemblerait cette victoire? Et son prix serait-il plus élevé que celui de l'esclavage lui-même? L'Inde était au seuil de la liberté, mais l'ombre qu'elle projetait était celle d'une nation divisée, en route vers la guerre civile. À l'aube de 1939, le monde retint son souffle. L'ombre de la croix gammée s'étendait sur l'Europe, et le bruit des bottes à la frontière polonaise résonnait jusqu'aux confins de la planète. Pour l'Empire britannique, la tempête qui se préparait était une lutte pour la survie. Pour l'Inde, c'était un moment d'opportunité aussi profonde que périlleuse. Lorsque la Grande-Bretagne déclara la guerre à l'Allemagne nazie le 3 septembre 1939, le vice-roi des Indes, Lord Linlithgow, commit une erreur fatale. Sans consulter aucun dirigeant indien ni solliciter l'avis d'aucun parti politique, il déclara unilatéralement l'Inde en guerre. 350 millions de personnes furent plongées dans un conflit mondial par le décret d'un seul homme, représentant d'un monarque lointain. Pour les nationalistes indiens, c'était plus qu'une simple insulte, c'était un rappel brutal de leur véritable statut. Ils n'étaient pas des partenaires, mais des sujets. Leurs ressources, leurs industries et surtout leur vie appartenaient à l'Empire. Le Congrès national indien, indigné par cet acte autocratique, réagit immédiatement. En signe de protestation, ses ministres, qui gouvernaient la plupart des provinces de l'Inde britannique, démissionnèrent. Une décennie fragile de coopération et de manœuvres politiques s'effondra du jour au lendemain. L'Inde se trouva confrontée à un douloureux dilemme. Comment pouvait-elle lutter pour la liberté d'autres nations sous la bannière d'un empire qui lui refusait la sienne? Des dirigeants comme Jawaharlal Nehru nourrissaient une haine profonde du fascisme, mais ils ne pouvaient accepter l'hypocrisie de se battre pour la démocratie en Europe, tout en étant asservis en Asie. Alors que la guerre faisait rage, la situation de la Grande-Bretagne devenait de plus en plus désespérée. En 1942, l'Empire vacilla. La chute de Singapour, forteresse réputée imprenable, porta un coup dur au prestige britannique. Les troupes japonaises progressèrent rapidement en Birmanie, s'approchant des frontières même de l'Inde. Sous la pression de son nouvel allié, les États-Unis, qui considérait le colonialisme britannique avec méfiance, Winston Churchill fut contraint de faire des concessions. Sir Stafford Cripps arriva à Delhi avec une proposition dont Londres espérait qu'elle rassurerait l'Inde et lui assurerait son soutien indéfectible dans la guerre. La mission de Cripps promettait à l'Inde le statut de dominion, un État autonome au sein du Commonwealth, mais seulement après la fin du conflit. Dans l'immédiat, cependant, elle ne proposait qu'un élargissement de la participation indienne au conseil exécutif du vice-roi, sans aucun pouvoir réel en matière de défense. Mahatma Gandhi rejeta l'offre, la qualifiant de chèque post-daté tiré sur une banque au bord de la faillite. Pour le Congrès, c'était trop peu, trop tard. La promesse de liberté dans un avenir incertain, alors même que l'avenir de l'Empire était menacé, ne pouvait plus satisfaire une nation à bout de patience. L'échec de la mission Cripps ferma définitivement la porte au compromis. Il devint évident que la Grande-Bretagne,
ne renoncerait pas volontairement à son bien le plus précieux, même au bord du gouffre. Pour Gandhi et le Congrès, le moment était venu. Attendre davantage équivalait à de la complicité. Le 8 août 1942, lors de la session historique du comité du Congrès panindien à Bombay, une résolution fut adoptée, donnant naissance au mouvement Quit India. C'était un ultimatum, non pas une requête ni des négociations, mais une exigence de retrait immédiat et total des Britanniques. Ce soir-là, Gandhi prononça peut-être le discours le plus enflammé de sa vie. S'adressant à des milliers de personnes rassemblées à Gowalia Tank, il leur lança un mantra nouveau, simple et terrifiant. Karo Yamaro, agir ou mourir. Ce n'était pas un appel à la violence, mais un appel à la désobéissance civile la plus radicale. C'était un impératif de vivre comme si l'on était déjà libre et d'accepter toutes les conséquences, y compris la mort. Nous obtiendrons la liberté pour l'Inde, ou nous mourrons en essayant, proclama-t-il. Nous ne devons pas vivre pour voir notre esclavage se perpétuer. L'Empire n'a pas attendu. La riposte fut d'une précision chirurgicale et d'une rapidité stupéfiante. Avant l'aube du 9 août, une vague d'arrestations déferla sur le pays. Gandhi, Nehru, Sardar Patel et toute la direction du Congrès national indien furent arrêtés et envoyés dans des prisons et des forts isolés sans procès. Le Congrès fut mis hors la loi, ses bureaux scellés, ses fonds gelés. Les Britanniques ont décapité le mouvement avant même qu'il n'ait officiellement commencé. Mais ils se trompèrent. En privant le mouvement de ses leaders, ils déchaînèrent la fureur primitive du peuple. Les arrestations furent l'étincelle qui embrasa tout le pays. Une rébellion éclata à travers l'Inde, sans centre et sans allégeance à personne. Les étudiants abandonnèrent leurs études, les ouvriers se mirent en grève. Dans les villages et les villes, des foules s'attaquèrent aux symboles du pouvoir britannique. Commissariats, bureaux de poste, bâtiments gouvernementaux. On sabota les voies ferrées et on coupa les lignes télégraphiques, tentant de paralyser le rage. C'était une guerre asymétrique, celle d'un peuple désespéré contre la machine militaire impériale. La réaction britannique fut impitoyable. S'appuyant sur les pouvoirs d'urgence conférés par la guerre, les autorités déployèrent la police et l'armée pour réprimer le soulèvement. Les manifestations furent mitraillées, y compris depuis les airs. Des amendes collectives furent imposées à des villages entiers. Fin 1942, plus de 60 000 personnes avaient été emprisonnées. Les chiffres officiels faisaient état d'1 millier de morts, mais le nombre réel était probablement bien supérieur. En 1944, le mouvement Quit India fut brutalement réprimé. L'ordre était rétabli en apparence. Mais sous les cendres, des braises couvaient encore, inextinguibles. La dernière grande bataille de l'Empire en Inde avait été gagnée par la force des armes, mais perdue moralement et politiquement. La relation entre dirigeants et sujets était à jamais brisée. Le masque d'un paternalisme bienveillant tomba, révélant le visage implacable d'une force prête à tout pour conserver le pouvoir. La guerre avait épuisé la Grande-Bretagne, tant économiquement que psychologiquement. Le mouvement Quit India avait démontré qu'il était devenu non seulement difficile, mais impossible de gouverner l'Inde contre son gré. Le coût d'un tel contrôle était devenu prohibitif. La guerre en Europe serait gagnée, mais l'Empire serait perdu. Une tentative désespérée pour conserver ce joyau de la couronne ne fit qu'accélérer sa chute inéluctable. Le dernier acte du drame de l'indépendance indienne était sur le point de commencer. La Seconde Guerre mondiale laissa l'Empire britannique exsangue. L'Inde, joyau de sa couronne,
ne brillait plus de son éclat d'antan, mais était devenu un fardeau lourd et insupportable. L'atmosphère avait changé. La question n'était plus de savoir si l'Inde obtiendrait son indépendance, mais à quel prix. Le spectre de la liberté, rêvé par des générations, prenait enfin forme, mais sa naissance était assombrie par l'ombre de la division, menaçant d'anéantir le sens même de cette liberté. Londres, las de la guerre et des préoccupations impériales, souhaitait partir. Rapidement, résolument et si possible, sans heurts. Le dernier vice-roi des Indes, Lord Louis Mountbatten, fut choisi pour cette mission. Charismatique et énergique, il arriva avec une seule directive: céder le pouvoir et quitter le pays. Le temps, qui avait rythmé des siècles de domination britannique, s'accéléra soudain. Mountbatten disposait de quelques mois pour accomplir ce qui aurait nécessité des années, voire des décennies. Mais il se trouvait face à deux forces irréconciliables, deux visions de l'avenir de l'Inde. D'un côté, le Congrès national indien, dirigé par Jawaharlal Nehru, disciple de Gandhi, qui rêvait d'une Inde unie, laïque et démocratique où hindous, musulmans, Sikhs et chrétiens vivraient en frères. De l'autre, la Ligue musulmane et son chef intransigeant, Muhammad Ali Jinnah. Des décennies de méfiance croissante, de crainte d'une domination hindoue et de manœuvres politiques ont abouti à sa revendication. Un État séparé pour les musulmans. Le Pakistan. La terre des purs. Les négociations étaient dans l'impasse. Tout compromis était impossible. L'idéal d'une Inde unie, défendu jusqu'au bout par le Mahatma Gandhi, qui qualifiait la partition de vivisection de la patrie, s'effondrait sous le poids de la réalité politique et de la haine grandissante. Le sang coulait déjà dans les rues. La journée d'action directe, proclamée par la Ligue musulmane à Calcutta en 1946, se transforma en un massacre de 4 jours, une prophétie terrifiante de la catastrophe à venir. Un différend politique dégénéra en carnage communautaire. La décision britannique était pragmatique et monstrueuse dans sa simplicité. Si l'Inde ne pouvait rester unie, il fallait la diviser, et cela devait se faire immédiatement. Un avocat britannique, Sir Cyril Radcliffe, fut appelé à entreprendre cette tâche herculéenne. Il n'avait jamais mis les pieds en Inde, ignorait tout de ses langues, de sa culture et de sa géographie complexe et ancestrale. Il disposait de 5 semaines seulement. 5 semaines pour tracer une ligne sur la carte armée de cartes obsolètes et de données de recensement inexactes. Une ligne qui couperait en deux les provinces du Pendjab et du Bengale, traversant villages, champs, rivières et maisons, séparant des millions de personnes dont les ancêtres avaient vécu côte à côte pendant des siècles. Cette ligne, connue sous le nom de ligne Radcliffe, fut tracée au scalpel à travers le sous-continent indien. Elle fut dessinée dans un bureau londonien, dans le plus grand secret, à l'insu de ceux dont le destin allait être scellé. Les Indiens se couchaient, sans savoir qu'ils se réveilleraient le lendemain matin au Pakistan, et inversement. Cette frontière n'était qu'une abstraction pour le cartographe, mais elle devint une condamnation à mort pour des millions de personnes. Et puis ce moment arriva. À minuit, dans la nuit du 14 au 15 août 1947, à Delhi, sous les acclamations enthousiastes de la foule, Jawaharlal Nehru prononça son célèbre discours. « Il y a longtemps, nous avons pris rendez-vous avec le destin, et maintenant le moment est venu de tenir notre promesse. À minuit, quand le monde entier dort, l'Inde s'éveillera à la vie et à la liberté. » Ces paroles portaient un message d'espoir. Mais tandis que la capitale célébrait, l'enfer se déroulait le long de la frontière encore invisible,
mais déjà bien réel. Lorsque les cartes de Radcliffe furent enfin publiées, le chaos se mua en apocalypse. Des millions de personnes se retrouvèrent soudainement dans le mauvais pays. Hindous et Sikhs au Pakistan, musulmans en Inde. Ils n'avaient d'autre choix que de rester et peut-être mourir ou fuir, abandonnant tout derrière eux, leur maison, leurs terres, leurs biens, leur vie entière. La plus grande migration de l'histoire de l'humanité avait commencé. Plus de 12 millions de personnes furent déracinées. Les routes du Pendjab et du Bengale se transformèrent en fleuves de désespoir. D'innombrables caravanes, à pied, en charrettes à bœufs, agrippées aux toits et aux marches de trains bondés, se mirent en route vers l'inconnu. Mais c'était bien plus qu'une simple migration. C'était une fuite sanglante. Les trains circulant dans la même direction arrivaient silencieusement à destination. Leurs wagons étaient bondés de corps de passagers massacrés. C'étaient des trains fantômes, des trains de la mort, symbole terrifiant de la partition. Les voisins se soulevaient les uns contre les autres. Des liens d'amitié et d'entraide ancestraux furent brisés du jour au lendemain. Des bandes de fanatiques des deux camps, armés d'épées, de lances et de fusils, sillonnaient les campagnes, tuant, volant et violant. Les femmes devinrent les cibles les plus vulnérables, leur corps devenant un champ de bataille pour l'honneur bafoué des communautés. Les troupes britanniques, qui auraient peut-être encore pu contenir les violences, étaient déjà en train de se retirer. Les nouveaux gouvernements indiens et pakistanais étaient trop jeunes et désorganisés pour faire face à une catastrophe humanitaire d'une telle ampleur. Sur le terrain, le pouvoir était entre les mains de la foule et de ses instincts les plus sombres. La liberté est arrivée. Mais elle est arrivée au milieu des flammes, des cris des mourants et de la poussière des routes jonchées de cadavres. Les estimations varient et entre 500 000 et 2 millions de personnes ont péri dans cette folie. 2 nations sont nées du sein d'une seule mère, l'Inde, mais leur naissance a été baignée dans un sang fraternel. Le rêve d'indépendance s'est mué en cauchemar de la partition, laissant une plaie béante sur le sous-continent qui le fera souffrir pendant des décennies. C'était une liberté divisée, acquise au prix d'une tragédie indicible. Il est minuit, entre le 14 et le 15 août 1947. À Delhi, dans une salle chargée d'histoire et d'espoir, Jawaharlal Nehru, Premier ministre de l'Inde indépendante, prononce des paroles qui résonneront à travers les décennies. Quand le monde dormira, l'Inde s'éveillera à la vie et à la liberté. C'est un moment rarement vécu dans l'histoire, celui où nous passons de l'ancien au nouveau, où une ère s'achève et où l'âme d'une nation, longtemps opprimée, trouve enfin sa voix. Son discours est un rendez-vous avec le destin, une promesse faite à des millions de personnes. À cet instant précis, l'Union Jack, emblème d'un empire où le soleil ne se couchait jamais, descend sur le pays. Elle est remplacée par le drapeau tricolore, safran, blanc et vert, orné en son centre de la roue du Dharma. C'est l'aube, une aube pour laquelle des générations ont combattu, pour laquelle des martyrs ont versé leur sang et des prisonniers ont recouvré leur liberté. 2 siècles de domination de la Compagnie britannique des Indes orientales et de la couronne, l'ère du Raj, prennent officiellement fin. La plus grande colonie de l'histoire a conquis son indépendance. Le triomphe semblait absolu, mais au-delà de cette aube naissante, les ombres s'amoncelaient déjà. Des ombres qui se révélèrent plus longues et plus sombres que quiconque aurait pu l'imaginer. L'héritage du Raj était bien plus qu'un simple ensemble de lois, de bâtiments et de chemins de fer.
C'était un cocktail complexe et toxique de progrès et de destruction, d'unité et de division. Et sa composante la plus terrifiante explosa au moment même où naquit la liberté. Partition. Un mot devenu synonyme de souffrance indicible sur le sous-continent. L'acte ultime et le plus cynique de la domination britannique. Une carte tracée à la hâte et sans pitié par un juriste britannique qui n'avait jamais mis les pieds en Inde, a déchiré le pays de part en part. Le Pendjab et le Bengale, terres à l'histoire commune séculaire, furent divisés selon des critères religieux. Des millions de musulmans se retrouvèrent dans la nouvelle Inde indépendante et des millions d'hindous et de sikhs dans le Pakistan nouvellement formé. Ce qui suivit fut l'un des déplacements de population les plus importants et les plus sanglants de l'histoire de l'humanité. Des voisins qui avaient vécu côte à côte pendant des siècles se retournèrent les uns contre les autres, attisés par la peur et le fanatisme si soigneusement cultivé par la politique du « diviser pour mieux régner ». Les routes devinrent des fleuves de réfugiés et les rivières des torrents de sang. Les trains qui traversaient la nouvelle frontière dans les deux sens devinrent des trains fantômes, remplis des corps des victimes. On estime que le nombre de morts oscille entre un demi-million et 2 millions. 15 millions de personnes furent déracinées. Tel fut le prix que le sous-continent paya pour le départ précipité et irresponsable de l'Empire. Cette blessure, profondément ancrée dans les cœurs de l'Inde et du Pakistan, reste encore vive à ce jour. Quel fut le véritable héritage du Raj? Les Britanniques laissèrent derrière eux une infrastructure matérielle considérable. Des milliers de kilomètres de voies ferrées, construites pour le transport des troupes et l'exportation des matières premières, devinrent des artères d'acier reliant ce vaste pays. Ils laissèrent derrière eux une charpente d'acier, une bureaucratie puissante et hiérarchisée capable de gouverner un État colossal. L'anglais, imposé comme langue de l'élite et de l'administration, devint paradoxalement un facteur d'unification. La lingua franca entre des régions parlant des centaines de dialectes différents. Une démocratie parlementaire de type Westminster et un système juridique fondé sur la common law furent également légués. Mais derrière cette façade se cachait un pays dévasté. Son économie, jadis parmi les plus prospères du monde, était exsangue. L'Inde, centre névralgique de la production textile mondiale, était devenue un marché pour les tissus britanniques bon marché, et ses artisans étaient ruinés. La richesse était exportée vers la métropole, tandis que des millions d'Indiens périssaient de faim lors d'épidémies terribles que l'administration coloniale ignorait ou aggravait par ses politiques. La cicatrice la plus profonde, cependant, était psychologique. 2 siècles de domination avaient engendré, dans certaines parties de la société, un complexe d'infériorité et une aliénation vis-à-vis de leur propre culture. Paradoxalement, ils avaient aussi fait naître un puissant sentiment d'unité nationale, une unité dans la lutte contre un oppresseur commun. L'Inde, en tant qu'entité politique unifiée, s'est en grande partie forgée dans le creuset de la résistance à la domination britannique. C'est ainsi que, sur les ruines d'un empire, l'Inde entreprit sa plus grande expérience. Fort de décennies de lutte, ses dirigeants se lancèrent dans la tâche impossible de bâtir une nation à partir d'une mosaïque de langues, de religions, de castes et de cultures. Ils élaborèrent l'une des constitutions les plus remarquables au monde, un document proclamant l'Inde république souveraine, socialiste, laïque et démocratique. Dans un monde plongé dans la guerre froide, l'Inde choisit sa propre voie, devenant le chef de file du mouvement des non-alignés. Les ombres du Raj n'ont pas disparu,
Elle se manifeste dans les conflits frontaliers avec le Pakistan, la pauvreté persistante, l'inertie bureaucratique et les préjugés sociaux. Les douleurs fantômes de l'Empire se font encore sentir dans la vie politique et sociale. Mais l'aube qui se leva en cette nuit d'août se révéla plus puissante encore. Elle donna naissance à l'histoire d'une nation qui, contre toute attente, préserva sa démocratie. L'histoire d'un pays devenu puissance nucléaire, puissance spatiale et l'un des plus grands acteurs économiques mondiaux. L'histoire de plus d'1 milliard de personnes qui, chaque jour, reconstruisent leur Inde, conscientes de leur passé mais tournées vers l'avenir. L'ère du Raj britannique est révolue, mais son héritage ne se limite pas à une période de l'histoire. Il s'agit plutôt d'une ellipse. C'est un dialogue complexe que l'Inde entretient avec elle-même, un dialogue sur le pouvoir et la liberté, sur la mémoire et l'oubli, sur les blessures à penser et sur un destin à forger. L'histoire de l'Inde n'est pas celle de la fin d'une époque, mais celle de la lutte éternelle pour l'âme d'une nation née dans le feu de la liberté et sous l'ombre de l'Empire.